Donc cette deuxième vidéo, comme j'ai dit précédemment, il me semble, je vais la consacrer à qu'est-ce que c'est l'ADN, et plus spécifiquement à qu'est-ce que c'est l'ADN physiquement et chimiquement. Parce que en fait, pour faire de la science, il faut savoir de quoi on parle, et pour savoir de quoi on parle, il faut l'étudier le mieux possible, le plus complètement possible. Et donc on va commencer par des bases qui sont chimiques et physiques, parce que c'est ultra important pour comprendre pourquoi l'ADN a certaines propriétés. Ok. L'ADN est un polymère d'acide nucléique, et plus précisément d'acide déoxyribonucléique. Pour comprendre un petit peu ce qui se passe au niveau de l'ADN, ce qu'on va faire, c'est juste qu'on va décomposer ce mot ADN, et on va voir qu'est-ce que ça signifie en fait. Donc on va commencer par le premier terme que je vous ai cité. L'ADN est un polymère. Polymère, ça veut dire plusieurs mères, évident. Ce qui signifie en réalité que l'ADN est un composé lui-même, est un composé de plusieurs briques élémentaires qu'on va appeler des mères en chimie. Et ces mères, dans le cas de l'ADN, c'est de l'ADN. Donc c'est acide déoxyribonucléique. C'est un polymère d'acide déoxyribonucléique. Dire que la base élémentaire qui forme l'ADN, c'est une toute petite molécule qu'on appelle l'acide déoxyribonucléique. L'acide déoxyribonucléique, donc il y a trois mots dedans. Acide, donc cette molécule-là va être un acide. Un acide chimiquement, en solution aqueuse, ce qu'on va décrire comme acide, c'est... il y a plusieurs définitions possibles. Celle que moi je retiens le plus facilement parce que biologiquement c'est celle qui a le plus de sens. C'est un composé qui en solution va avoir la capacité de perdre ce qu'on appelle un proton. En réalité c'est un noyau d'atomes d'hydrogène. Un noyau d'atomes d'hydrogène, c'est un proton. Donc voilà, ça c'est un acide. Dans le cas de l'ADN, c'est un acide phosphorique, c'est pas très important de le savoir, mais sachez-le si vous voulez. Donc c'est un acide qui est quand même assez acide. Ce qui va faire la première propriété chimique de l'ADN, à savoir que l'ADN est extrêmement chargé négativement. Passons maintenant à la deuxième des molécules. La deuxième des molécules, c'est le déoxyribose. Donc déoxyribose, c'est pour déoxyribose. Le déoxyribose, qu'est-ce que c'est? Le déoxyribose, c'est un ose. Voilà, ça vous avance pas plus que ça. En chimie, un ose, c'est aussi appelé saccharide, carbohydrate, ou plus communément sucre. C'est-à-dire que le glucose, c'est un ose, le fructose, c'est un ose, donc c'est un sucre. Un sucre, comme je vous l'ai dit, c'est aussi appelé carbohydrate. Ça, c'est assez pratique pour se souvenir de qu'est-ce que c'est un sucre chimiquement. On les appelle carbohydrates parce que si on prend la formule brute, eh bien on peut la décomposer sous forme de C, donc C ça représente le carbone, qui va être associé, donc le carbo, qui va être associé à X molécules d'eau, H2O. Okay. Donc par exemple pour un sucre avec 6 carbones, il va y avoir 6 carbones et 6 molécules d'eau. C'est pour ça qu'on appelle ça un carbohydrate. Cette image est simple pour comprendre de quoi c'est composé. Par contre elle est fausse chimiquement, parce que ce n'est pas des molécules d'eau attachées sur une chaîne de carbone, c'est pas ça du tout. Dans notre cas, c'est un déoxyribose. Déoxyribose, ça veut juste dire que le ribose, donc le sucre, a perdu une fonction qu'on appelle une fonction oxy, donc c'est un oxygène en réalité. Donc c'est un déoxyribose. Donc c'est comme un ribose, sauf qu'il a perdu un oxygène. Donc la dernière partie de l'acide déoxyribonucléique, c'est nucléique. Nucléique, donc il y a nucléi dedans, et nucléi en latin c'est noyau. Noyau, c'est pas le noyau de la cellule, là dans ce cas-là, c'est un noyau chimique. Un noyau chimique, c'est la base d'un composé qu'on va retrouver dans plusieurs molécules différentes en réalité. Dans le cas des acides déoxyribonucléiques, les noyaux, il y en a deux différents. Donc c'est des noyaux, on va dire, c'est des bases azotées. Base azotée, ça signifie qu'il y a au minimum un atome d'azote dedans. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la composition chimique de chacune des deux bases différentes. Je vais revenir sur quelque chose que je pense que vous connaissez plus. Savoir, vous savez peut-être que l'ADN est composé de 4 bases azotées, qu'on appelle ATGC. Donc c'est adénine, guanine, thymine et cytosine. Et ces 4 bases azotées, en fait, vont s'agencer deux par deux. Elles vont s'agencer deux par deux, mais pas de n'importe quelle manière. Savoir, à chaque fois que vous allez avoir une adénine sur une des chaînes du brin d'ADN, vous allez avoir une thymine en face.
Ok, donc à chaque fois que vous aurez un A, vous aurez un T sur l'autre bras. C'est pour ça qu'il y a 2 brins à l'ADN, ça vous le savez. Et donc en face d'un A, vous aurez toujours un T, en face d'un G, vous aurez toujours un C. Et inversement, en face d'un T, vous aurez toujours un A, et en face d'un C, vous aurez toujours un G. Si ce n'est pas le cas, ça crée des gros problèmes, et notamment des cassures dans l'ADN. Et cassures dans l'ADN, ça signifie plein de choses, dont mutation, cancer, tout ce que vous voulez. Donc, vous voyez, c'est bien foutu, mais c'est pas sans raison. Pourquoi ça se démerde comme ça? Pourquoi ça se débrouille comme ça? Pourquoi un A est toujours en face d'un T et un G est toujours en face d'un C? Il y a 2 raisons à ça. La première, c'est que le A et le G, l'adénine et la guanine, sont ce qu'on appelle des noyaux, donc j'y reviens, des noyaux dits puriques. Les noyaux puriques, c'est des gros noyaux. Donc on va dire c'est en réalité 2 cycles comme ça juxtaposés, donc ils vont prendre une certaine place dans l'espace, mais au niveau de cette taille de molécules, c'est assez gros. Les 2 autres bases, le T et le C, eux sont des noyaux dits pyrimidiques. Pyrimidique, c'est un seul noyau, donc c'est un petit noyau. Ce qui va faire en sorte qu'en face d'une grande base, vous allez tout le temps avoir une petite base, parce que l'ADN, les 2 brins sont parallèles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 2 bases, l'une grosse en face de l'autre, et puis après 2 petites, l'une en face de l'autre, parce que si vous faites ça, vous allez introduire des contraintes physiques au sein même de la molécule d'ADN, qui va faire en sorte qu'il y ait des ouvertures de la chaîne, une fragilité et des cassures. Donc c'est une des raisons pour lesquelles c'est toujours ça. Ensuite, donc si c'était que ça, le A pourrait très bien aller en face d'un C et le G très bien en face d'un T. Mais ce n'est pas le cas non plus. Le A va toujours en face d'un T pour une dernière raison. La dernière raison, c'est que le A et le T peuvent faire ce qu'on appelle 2 liaisons hydrogènes, alors que le G et le C peuvent faire 3 liaisons hydrogènes. Donc ça, c'est extrêmement important pour la stabilité générale de la chaîne d'ADN et pour les propriétés physico-chimiques de chaque séquence d'ADN en réalité. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Les liaisons hydrogènes, ce sont des liaisons dites de moyenne énergie entre 2 atomes dits électronégatifs. Donc de moyenne énergie, c'est parce que on considère une liaison de haute énergie, une liaison directe entre 2 atomes de type liaison de covalence. Donc une liaison de covalence, c'est une liaison par exemple dans n'importe quelle molécule, un acide aminé, dans une protéine, dans le reste de la chaîne d'ADN, par exemple à l'intérieur d'un sucre, donc d'un ose, une liaison entre 2 atomes, ça va être une liaison dite de covalence. Dans le cas des atomes qui sont très électronégatifs, ces atomes vont avoir tendance à aimer énormément les électrons, et quand ils vont être liés à un hydrogène, ils vont avoir tendance à pouvoir le partager, c'est-à-dire qu'ils vont garder le nuage électronique pour eux, et le proton va être un peu plus labile, c'est-à-dire qu'il sera un petit peu plus libre que si c'était une vraie liaison de covalence entre les 2. Ça va introduire le concept que si un autre atome électronégatif est proche de cet atome d'hydrogène, et que lui il n'a pas d'atome d'hydrogène, mais il va avoir tendance à se lier un petit peu avec cet atome d'hydrogène. Donc c'est comme si 2 atomes partageaient un atome d'hydrogène, avec un qui garde une prévalence sur lui quand même. Ok. C'était un petit peu compliqué, les atomes électronégatifs, si vous regardez le tableau de Mendeleïev, les atomes électronégatifs, ceux qui sont en haut à droite du tableau, donc feront partie l'oxygène et l'azote, qui sont une énorme importance dans le règne vivant, et qui entrent dans la composition donc, de ces noyaux d'acide nucléique. Et donc c'est pour cette raison que le A va toujours en face d'un T et le G toujours en face d'un C. Donc c'était encore une notion très très complexe, mais je pense que vous pouvez comprendre assez facilement. Donc l'ADN peut être visualisé sous forme d'une sorte d'échelle, en fait, si vous voulez. Donc dans une échelle, vous allez avoir 2 montants qui vont supporter des barreaux au milieu. Dans le cas de l'ADN, cette échelle est constituée, donc les montants vont être constitués des acides et des sucres, donc qui vont s'enchaîner l'un derrière l'autre, donc c'est acide, sucre, acide, sucre, acide, sucre, acide, sucre, grâce à une liaison qu'on appelle phosphodiester, dont vous n'avez absolument rien à foutre. Et ensuite, donc très chargé négativement, et ensuite au milieu il va y avoir les barreaux, et les barreaux sont tous de la même taille, ils sont tous de la même taille pour ce que je vous ai expliqué, une grosse base avec une petite base et 2 liaisons ou 3 liaisons. Et donc ça va être ATGC, ATGC. Cette notion d'échelle va introduire une autre notion qui est extrêmement importante à comprendre dans le cas de l'ADN,
c'est que les deux montants de l'échelle, donc avec leur base complémentaire, chaque brin d'ADN en réalité, donc c'est 2 brins d'ADN collés, chaque brin d'ADN va être complémentaire de celui en face de lui. Et ça, c'est extrêmement important pour la stabilité de l'ADN en général. J'espère que cette vidéo déjà vous a un minimum plu, pas trop fait chier non plus. En montant, j'ai essayé de faire en sorte qu'elle soit le plus courte possible et le plus compréhensible possible, ce qui n'est pas facile étant donné que j'ai tendance à compliquer les choses. Deuxième petite chose, si vous voulez la partager, sentez-vous libre de la partager parce que c'est génial, moi ça m'encouragera à continuer à faire d'autres vidéos, peut-être à aller dans d'autres détails, d'autres choses peut-être plus complexes encore, sachant que mon projet par exemple de recherche est beaucoup plus complexe que ce que je viens de vous raconter. Et donc, si vous avez compris quelque chose, n'hésitez pas à commenter. Si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à commenter encore plus. Ça me permettra d'orienter un petit peu la façon dont je vais vulgariser ce que je vais vous dire. Donc à quel point il faut que je vous introduise certains concepts pour que ça puisse être accessible à tout le monde. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo. Moi ça me fera super plaisir et ça m'encouragera à en faire d'autres. Donc merci à tous, puis à très bientôt.